Le moulin du Chêne dans les Deux-Sèvres connaît depuis quelques années une deuxième vie. Les ailes tournent à nouveau pour produire de la farine grâce à Franck Lerceteau qui a tout abandonné, notamment son métier d'ingénieur pour réaliser un rêve d'enfance, devenir meunier. Aujourd'hui, nous allons rencontrer des femmes et des hommes qui perpétuent des métiers anciens. Mais attention, non pas par nostalgie, parce que ces savoir-faire peuvent être d'une grande modernité. Au programme, la renaissance du Moulin du Trel en Dordogne, un site à l'abandon qui connaît une deuxième vie et produit à nouveau de l'huile de noix. Nous irons ensuite à Saint-Junien, capitale du Gant de Pau, où une entreprise familiale imagine le futur à partir du passé. Le Moulin du Verger, à côté d'Angoulême, où l'on fabrique du papier d'art comme au XVIIe siècle. Enfin, nous prendrons de la hauteur en Périgord avec un maître lausier, un véritable artiste de ces toitures en pierre emblématiques de la région. Cap sur la Nouvelle-Aquitaine, le patrimoine des métiers. Nous commençons notre voyage par une belle histoire. Le retour à la vie du Moulin du Trel en Dordogne. Construit au XIIe siècle, propriété du château de Beynac, c'était ce qu'on appelle un moulin banal. Les habitants avaient l'obligation de l'utiliser. En contrepartie, le seigneur prélevait un pourcentage des productions. Eric a rendez-vous avec William, qui aujourd'hui doit produire de l'huile de noix. Salut William. Salut. J'ai l'impression que tu es dans une course contre la montre, c'est un petit peu ça? Ouais, c'est une course où on tourne en rond. Alors Comme la comment meule. ça a commencé ton travail? C'est d'écraser les noix. Je suis un moulinier. Je suis pas un meunier. Ah, Je suis on un dit pas moulinier. meunier? Non. Le meunier fait la farine. Le moulinier mouline. Il écrase pour faire de l'huile. Et d'ailleurs, la meule qui est là, elle n'est pas du tout dans le même sens que lorsqu'on fait de la farine. Ah non. Nous, on a une meule verticale et une meule horizontale qu'on appelle une conche. Le meunier, il a deux meules horizontales. Une dormante et une volante. Je te vois régulièrement remettre des cerneaux de noix. Pourquoi? C'est pour en faire plus ou c'est parce que la machine en a besoin? C'est que la machine en a besoin. Je pourrais très bien mettre mes 20 kilos d'un seul coup. Mais nos anciens prenaient le temps de travailler. Alors pourquoi on ne ferait pas comme eux? Garder ce temps de travail pour produire quelque chose de bon. J'admire quand même ce mécanisme. C'est du bois, c'est une roue qui tourne, qui entraîne une autre roue, etc. et ainsi de suite. C'est de l'horlogerie. Qu'est-ce que c'est ingénieux? Ben oui, ils étaient bons, nos anciens. Hein. Meilleurs que nous. Mais bon, quand on voit les mécanismes comme ça, ben c'est magnifique. J'entends le bruit. Il parle, le moulin? Il chante. Il chante, ça c'est encore plus joli. Il chante. Des fois, il va se plaindre comme un enfant. C'est parce qu'il y a un petit souci. Donc, il faut avoir un peu l'oreille, comme on dit. Alors là, c'est pas de l'huile qui va sortir Non, d'ici. là, c'est de la pâte. Et donc avec cette pâte, qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Mais moi, cette pâte, je vais l'enlever, je vais la mettre dans un poêlon où je vais la chauffer. Donc ça, c'est le moment magique. La presse. On voit l'or jaune du Périgord. On peut le goûter là quand Oui, ça sort bien aussi? sûr qu'on peut le goûter. C'est vrai? Ben ouais, c'est même conseillé. Ah ben alors c'est une explosion de noix dans la bouche quoi. Ben C'est encore plus fort que lorsque l'on mange Ça a rien à le voir. cerneau de noix Ben comme ouais. ça. Nous, on a fait griller cette noix. On l'a toastée, comme ça, elle a plus de goût. C'est ça. Elle a ce petit goût-là, de reviens-y vite. Quand je vois ton savoir-faire, je me dis qu'inévitablement, t'es fils, petit-fils de moulinier. Non. Eh non. C'est quoi ta formation d'origine? Moi, menuisier charpentier.
Et alors, comment tu t'es retrouvé à devenir moulinier? Par passion de ces belles mécaniques. J'ai fait la connaissance d'un monsieur qui avait un moulin. Et un jour, il m'a dit, fais-moi une roue. Un peu comme le Petit Prince, dessine-moi un mouton. Il m'a dit, fais-moi une roue. Je dis, mais je sais pas faire les roues. T'es charpentier, tu sais faire une roue. Fais-moi une roue, parce qu'un moulin sans roue n'est pas un moulin. Donc, je me suis pris au jeu. J'ai fait sa roue. Après, je lui ai restauré son moulin. Mais il fallait que je me reconvertisse. Et j'avais eu vent d'une place de moulinier, donc je suis venu ici. Ce qu'il y a de bien, et ça je le souhaite à beaucoup de personnes, c'est d'allier une passion avec un métier. Quand on a la passion, le métier est que plus plaisant. Je sens que ça te rend heureux, c'est vraiment Bah ouais. clair. Chaque jour, c'est une nouvelle aventure, quoi. Il m'en fait voir, je lui en fais voir. Ça, c'est, voilà, on se rend l'amour de la pièce l'un à l'autre. Vraiment, cette huile, elle est fabuleuse, bravo. Hein. Ah, c'est pas moi qu'il faut le dire. Hein. Merci, c'est lui qui a travaillé. C'est lui le maître. Difficile d'imaginer qu'il y a seulement quelques années, le moulin du Trel était totalement en ruine. On doit cette restauration à la famille de Benjamin Vidal, qui en 2016 acheta le lieu pour lui redonner vie. Salut Benjamin. Salut, tu vas bien? Super. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu découvres ce moulin qui était, si j'ai bien compris, dans un triste état? On a été très étonnés par le moulin, par lui-même, parce que c'était une grange qui était complètement abandonnée, quoi. Mais cette roue, elle est impressionnante, je sais pas quelle est sa dimension. Elle est sur d'ailleurs une roue de 4 mètres de diamètre. L'installation de cette roue, quand même, c'est un moment un peu particulier, non? Ouais, c'était une énorme semis qui est arrivée à flanc du moulin et qui ont porté la roue intégralement avec une grue. On a dû retirer complètement la toiture du moulin pour pouvoir faire passer cette roue. Et arrive le moment où on ouvre la vanne pour la première fois, où l'eau part et la roue fait ses premiers tours. Dans toute l'équipe, j'imagine qu'il y a un sentiment particulier. C'est quoi? C'est de l'émotion? On était très émus, super enthousiastes de voir cette roue pouvoir se donner un élan et pouvoir démarrer. Donc c'était la première seconde de la vie du moulin qui reprenait, quoi. On parle beaucoup aujourd'hui d'écologie, de développement durable. Franchement, peut-on rêver mieux comme moteur que cette eau que nous avons derrière nous? C'est quelque chose de merveilleux. Donc c'est une eau qu'on va on va profiter de la force qu'elle va nous donner. On l'utilise et ensuite on la rend directement naturellement. Quelle satisfaction on retire quand on sait justement qu'on a redonné vie à un tel lieu et qu'aujourd'hui ça tourne et que ça marche, quoi. Je vois les yeux des gens qui brillent quand ils rentrent dans le moulin, leur réaction. Tu sais que les tiens brillent également quand on parle. Ah ouais, c'est génial. Ça prouve que finalement, des fois on dit le patrimoine, on a l'impression que c'est impersonnel, mais justement, un moulin, c'est presque comme une personne quand tu en parles. Exactement, ouais. C'est quelqu'un qu'on accompagne et qui nous accompagne également tout au long de l'année. C'est un bébé qu'il faut tous les jours choyer parce que, comme je disais tout à l'heure, il a ses crises d'un jour à l'autre et il faut savoir le soigner, quoi. Longue vie à ce bébé parce qu'il est bien beau en tout cas. Merci. Et bravo à ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Nous partons maintenant dans le Limousin, en Haute-Vienne. Une rivière ne dessine pas seulement les paysages. Elle participe également à écrire l'histoire des hommes dans un territoire. Saint-Junien est l'un des berceaux français des gants de peau. L'activité qui s'est développée à la Renaissance va connaître au XIXe siècle, à l'ère industrielle, son apogée. Au début du XXe siècle, les gants fabriqués sur les bords de la Vienne étaient exportés jusqu'aux États-Unis. Mais la concurrence étrangère, les changements de mode vestimentaire ont causé la fermeture de la quasi-totalité des entreprises. Aujourd'hui, il en reste encore 3 sur les 75 que comptait la ville, dont la ganterie Aniel, labellisée Entreprise du patrimoine vivant. Je t'ai aperçu, Olivier, en train de tirer sur ces cuirs. Pourquoi? La particularité du cuir, c'est s'il n'est pas étiré, il risque de rester flasque et de partir dans tous les sens. Ah ouais. Alors que là, cette étape-là a pour but de donner un sens aux gants, c'est-à-dire le sens de la main, pour pas que les doigts s'allongent plus tard à la couture ou que les doigts tournent. Voilà, là, je vais avoir une main gauche, une main droite. Pareil, ce sont des peaux à 2 paires. D'accord. Donc là, je vais avoir ma main, et après, dans les morceaux donc plus petits, on va faire le pouce de la même façon, et tirer toujours dans le même sens, bien sûr, pour que le grain de la peau soit le même, quand on trouve le même grain de peau ici que sur le pouce. Et après, sur les entre-doigts,
qu'on appelle des fourchettes en ganterie. Je suis très étonné par cet objet-là. À quoi il sert? Alors c'est ce qu'on appelle la main de fer. J'ai découpé mes formes de main à la largeur de cet outil qu'on appelle la main de fer. C'est un inventeur au fin 19e qui a inventé les pointures, qui a établi cette proportion entre la pointure ici, c'est-à-dire le bord, le pourtour de la main, et la longueur des doigts. C'est une règle générale. Ça fait 1 siècle et demi. Et on travaille toujours à partir de cette règle générale. C'est fait spécialement pour les fabricants de gants. Et c'est spécifique aussi à chaque ganterie, parce que chaque ganterie avait son propre modèle. Et c'est même la richesse, l'une des richesses d'une entreprise comme la vôtre. Ah ben totalement, c'est vraiment la base de tout. Et c'est effectivement le patrimoine gantier, on va dire, de l'entreprise. Et c'est vraiment la base de toute la fabrication du gant. Ouais. Evelyne, encore un drôle d'outil, un drôle d'engin. Qu'est-ce que tu es en train de faire? N'est-ce pas? Alors on appelle ça une main chauffante, parce qu'elle chauffe très très fort. Ah non, mais c'est carrément chaud. Ah oui, c'est chaud. Waouh. C'est pour repasser le gant, donc le mettre en forme. Le gant est tellement manipulé à l'endroit, à l'envers, il est froissé, donc on le repasse. Et après ce gant, il va être porté parfois par des stars, des vedettes. Je crois qu'ici, il y a eu Beyoncé, il y a eu Melania Trump, il y a eu Carla Bruni. Carla, oui. Des fois, tu regardes les photos ou les images où tu te dis « Ah, là, c'est nos gants ». Bien sûr qu'on les regarde. On est quand même assez fiers du résultat de ce qu'on fait. Donc on est contente aussi de voir qu'elles le portent, surtout par des femmes qui sont très élégantes. La ganterie Aniel, créée en 1937, c'est une histoire de famille. Sophie, aujourd'hui à la tête de la maison, est la 4e génération. Sophie, je te vois regarder avec beaucoup d'attention ces gants. Tu regardes tous les gants et tu les essayes carrément? Ouais, c'est super important de vraiment les essayer, de voir si on est confortable, si ça correspond à ce que le styliste nous a demandé. Travailler pour les grands couturiers, on le doit à ta maman, parce qu'on est dans les années 60, hein, quand t'as peur un peu la tête, c'est pas la meilleure période pour les gants. C'était le pire moment de la ganterie, 65, juste avant 68. 68, les femmes vont se libérer, elles vont jeter gants, chapeaux, corsets, et donc elle va avoir ce flair de dire ok, des grandes maisons sont en train d'arriver, Christian Dior, Saint Laurent, et donc on a commencé notre histoire avec les grandes maisons à ce moment-là. Finalement, c'est par le positionnement haut de gamme, on peut dire que l'entreprise a été sauvée, parce qu'il y en a beaucoup qui ont disparu ici à Saint-Junien. Oui, haut de gamme et aussi créatif. La curiosité un sens du service et s'adapter. Parfois, vous partez puiser dans les ressources du passé, dans les gants qui ont été créés au début de l'histoire des gants Aniel. Alors ça, j'adore faire ça. Donc c'est des vieux livres où tous les gants étaient répertoriés. Et j'essaye de regarder ce qui aujourd'hui peut être modernisé et être dans l'air du temps. J'imagine c'est touchant pour toi de regarder ça, les petits carreaux, les dessins à la main. Oui, alors ça j'adore, les petits festons avec les petits boutons recouverts de cuir, les formes comme ça très, très géométriques. Les petits nœuds sur le côté. C'est une source inépuisable de création, mais il faut surtout qu'on le réinterprète pour que ça fasse moderne aujourd'hui. Avant d'être la capitale de la bande dessinée et de l'image, Angoulême fut, grâce au fleuve Charente et ses affluents, une zone industrielle importante. Usines de tissage, imprimerie et surtout papeterie, comme le Moulin du Verger situé à Puy-Moyen.
Bâti en 1539, modernisé au XVIIe siècle, le moulin, classé monument historique, est l'un des derniers en France à produire du papier. Salut Jacques. Bonjour. Alors, j'arrive chez un papetier, en fait, je suis dans l'antre d'un chiffonnier. C'est normal, en fait. Bah oui, parce que le chiffon est la matière première du papier depuis les origines, hein. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Alors, je suis en train de couper le chiffon pour pouvoir le broyer, pour pouvoir récupérer les fibres. Mais ça permet aussi de trier les chiffons en fonction de leur qualité, d'éliminer le coton s'il y en a. Et on fait un autre tri qui est celui de la présence ou non d'azurant, c'est-à-dire de lessive moderne dedans. Celui-là, qui est très blanc, a été lavé dans une machine à laver à un moment ou un autre, ou dans une laverie. Celui-là, il a été lavé à la rivière. Et alors, tu préfères lequel, toi? Quand on travaille pour des musées, quand on travaille pour des restaurateurs, quand on travaille pour des laboratoires, on prend des choses qui sont sans trace. Il n'y a que de la fibre. Historiquement, le papier de l'Angoumois, il avait une bonne réputation. Il a une très très grande réputation. À la fin du 19e siècle, les papeteries d'Angoumois, le Vélin d'Angoulême, etc., étaient des références partout dans le monde. Et ce n'étaient pas les papetiers charentais qui le disaient, c'était leurs concurrents. Hein. C'était vraiment. Hein. Et on a cette espèce de privilège extraordinaire, enfin, que j'ai, moi, ici, c'est de voyager réellement dans la matière du temps. Là, avec cette machine, on fabrique neuf du papier du 15e ou du 16e siècle. Personne n'a jamais vu du papier du 15e siècle ou du 16e siècle neuf. Alors ça, c'est assez, c'est assez excitant. Hein. Et on va voir Didier qui est en train de transformer la pâte en feuilles. C'est un moment important dans le process, ça prend forme, comme on dit. Bah oui, c'est le côté qui est un peu magique. Hein. Comment on passe de l'état liquide à progressivement à quelque chose de solide. Ça, c'est très spectaculaire. Didier, ces gestes que tu fais, comment tu les as appris? Je les ai appris ici. J'ai commencé ici il y a 35 ans avec Jacques. Pour 15 jours au départ. Ah ouais. Oui. Faut croire que ça t'a plu, dis donc. C'est un petit contrat de 15 jours qui s'est pérennisé. J'avais oublié ça, moi. Je ne peux pas résister au plaisir de toucher ces papiers. J'ai vu, tout le monde demande, on peut toucher? Toucher, j'imagine que c'est important parce que les grammages, par exemple, là, n'ont rien à voir. Il y a du lourd, du léger. Et la matière, on la voit. Oui, là, il y a 2 feuilles superposées, ça fait 800 grammes. C'est fait pour un artiste coréen qui avait besoin de ce type de papier. Ça, c'est un papier qui est fait pour être transparent, parce qu'il y a dedans un filigrane d'un texte, là, il est à l'envers, ça n'a pas d'importance. Ah ouais. Bon, ça fait 25 grammes au mètre carré. Hein, c'est extrêmement léger, c'est en dessous du papier Bible. Ça signifie que tu es capable de répondre précisément à la demande, quasiment de tout faire. Ah, si on y met le prix, oui, je crois. Non, mais je plaisante. Y répondre, ça sera difficile, ça peut prendre du temps, ça peut être extrêmement compliqué, mais il n'y a pas de papier qu'on ne puisse pas faire. Alors ça, au-delà de la couleur, ça ressemble à du papier d'emballage. Mais c'est du papier de fond de cajot, ça. Hein. Alors pourquoi tu fais ça? Parce qu'on se dit, moi, c'est pas un papier noble. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Ah. Par contre, je fais des faux papiers d'emballage. Ils sont des copies de papier 17e ou 16e, pour des gens qui dessinent, des gens qui font du pastel. Mais explique-moi pourquoi un artiste d'aujourd'hui veut un papier 17e siècle, entre guillemets, bas de gamme.
Quand on veut travailler dans le style, avec les techniques qui étaient utilisées, eh ben, on ne peut le faire que sur ce type de papier-là. Donc il faut refaire du mauvais papier. Direction la Dordogne. Utiliser les ressources à portée de main pour s'abriter, c'est ce que l'homme a toujours fait. Chaque région a sa spécificité, et ici dans le Périgord noir, c'est la lauze. Cette pierre plate, utilisée pour couvrir les toitures, est aujourd'hui un élément identitaire de la région, une fierté. Et pourtant, il reste très peu d'artisans capables de monter une telle couverture. Thierry Chapouli est la 3e génération de lauziers. Accompagné de ses 2 apprentis, Damien et son fils Florian, c'est à l'église de Saint-Geniès, son village, qu'il s'est installé pour quelques semaines. Je connaissais le lancer de javelot, le lancer de poids, mais le lancer de lauze, je n'avais jamais vu ça. C'est une façon commune de travailler, Ça Thierry? existe que ici, ouais. C'est un sport local. Voilà. La voilà, cette fameuse pierre, la lauze. C'est quoi? C'est une pierre calcaire, hein, C'est à du la base. calcaire, ouais. C'est du calcaire de la région qui extrait des sols et avec le temps, elle se durcit. C'est une pierre qu'il est encore facile de trouver, parce que je crois que des carrières, il en existe quasiment plus. Si, mais il y en a. De toute façon, il y a des carrières un peu partout, après, qui ne sont pas exploitées. Mais il y a toujours de la carrière. Ça pèse son poids, hein, tout de suite, là, dès qu'on enlève une, ça, je sais pas, Bah, là, à Villeneuve, ça fait combien? Après, ça fait 4-5 kilos, 3 kilos, 4 kilos. Donc à chaque fois que tu lances, c'est... Chaque fois. C'est quoi? C'est entre 4 et 10? Ah oui, entre 4 et 10 ceux-là, et après, on a des pierres de base qui vont jusqu'à 60-80 kilos. Bon, c'est que la première partie du travail, après, ça se passe sur le toit. Après, ça se passe sur le toit. On peut y aller voir. Allez, je te suis. Faut de l'équilibre, quoi. Tout de suite, tu saisis ton outil. Alors, on j'ai sent mon qu'il est outil. important. Mais le savoir-faire, déjà, c'est la taille pour la mise en place. Toute la taille se fait au son de la pierre. Au son? Au son. En fonction de la... Tu vois, là, elle va casser, là, si je continue. Voilà. Déjà, ouais. tu as vu on entend bien le... Voilà. Là, tu vois, alors du coup, tu vois. C'est un outil à la forme, peut-être pas ancestrale, mais enfin en tout cas qui a une longue histoire. Chaque outil est fait à la main du bonhomme. Hein. Moi, Ah ouais? moi, si je prends le marteau de mon fils, moi, je vais tailler avec, mais je ne le supporte pas, quoi. Ah, c'est aussi oui. intime que ça, entre Ah oui. guillemets. Alors, on ne dort pas avec, mais voilà, chaque outil a son bonhomme. Si j'osais l'expression, c'est un métier qui s'apprend sur le toit. Il y a des écoles pour savoir ça? Non, il n'y a pas d'école. Moi, c'est mon père qui m'a appris. Mon grand-père faisait ça. Et aujourd'hui, j'apprends à mon fils, qui est la 4e génération. Il faut savoir qu'on fait une moyenne de 1 mètre carré par jour et par personne. Seulement. Et après, au poids, on est à 800 kg le mètre carré. Minimum. Après, on a des endroits sur tout ce qui est église, château, on peut aller jusqu'à 1,5 tonnes le mètre carré. Ouais. C'est un vrai petit bijou, cette chapelle. Elle est très jolie, ouais. Avec le soleil, là, les couleurs. C'est magnifique, ouais. Quel est le principal intérêt d'une toiture en lauze? Mais le principal intérêt, c'est sa durée de vie, quoi. On fait un toit de lauze aujourd'hui pour durer entre 150 et 200 ans. C'est les gens des campagnes, c'est les paysans qui utilisaient ce matériau. À l'époque, oui, les paysans faisaient leur maison, on recouvrait leur maison en lauze. C'était les maisons un peu des pauvres, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir les moyens. Il faut avoir énormément les moyens. Des gens qui ont ton savoir-faire, il y en a beaucoup dans le département, dans la région. On est les seuls. Et en France? Les seuls aussi. T'es le dernier maître lausier de France, parce que c'est un beau titre. Oui, voilà, ouais. Oh, dis donc, quelle fierté quand même. Un petit peu. Ouais. Tu as conscience que tu participes à préserver l'identité visuelle du Périgord. Sans toi, ces toits n'existeraient plus. Il y a beaucoup de toits qui n'existeraient pas et c'est vrai qu'on préserve le patrimoine aussi d'un savoir-faire que les anciens faisaient et
Et on est fiers de reprendre cette activité, oui. Et quand les gens admirent cette voiture, ils savent peut-être pas que derrière, il y a des gens comme toi. Non, non, je pense pas, non. Et nous, on le sait maintenant. Ouais, en tout cas, moi, je suis vraiment émerveillé. Et puis, bravo. Et puis, Merci beaucoup. longue continuation Ah oui, oui. au maître Lausier à son Voilà. fils.